Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour à tous les followers, bonjour aux vrais lovers, bonjour aux éveillés, aux réveillés, aux encore un peu endormis. Je suis Phil Dowan, ma mission est de vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, on pourrait dire que mon invité d'aujourd'hui est singulier, ce qui serait à moitié juste et par voie de conséquence à moitié faux, puisqu'ils sont deux, ou plutôt, ils étaient deux. Et oui, je parle à l'imparfait. Deux personnalités singulières, disais-je, qui, et c'est troublant, ont été absorbées, dématérialisées par le trou noir troublant d'un empêchement majeur qui les a empêchés de parvenir jusqu'à mon vaisseau depuis Genève au jour et à l'heure prévue. Vous ne verrez donc pas aujourd'hui avec votre Père Dieu nous bénisse, ces deux atypiques chercheurs à tête chercheuse, mais en revanche, vous entendrez leurs sacrées paroles, non par leurs propres appareils vocaux, mais par le mien, par ma propre voix qui se mettra entièrement à leur service, comme je l'ai déjà fait pour Matthew Ward dans la précédente émission, ou pour les Lettres du Christ dans une autre. Alors, ne partez pas, restez bien jusqu'au bout, vous ne perdrez rien au change et vous les retrouverez un peu plus tard, lorsque l'invisible aura fini de nous faire des farces. Sylvie d'Étiolase et Claude-Charles Fourier, qui réfléchissent et se réfléchissent l'un dans l'autre, en chœur et avec cœur, devaient s'exfiltrer pour cette entrevue depuis l'ISNOE, l'Institut suisse des sciences noétiques. Mais il semble que des esprits farceurs aient décidé d'échanger l'horloge à coucou suisse de mes invités par une montre molle de Dali. Dali, qu'entre parenthèses, j'aimerais beaucoup inviter lui aussi. Oui, je sais, Salvador Dali est mort, et alors ? Personne ne m'empêchera d'inviter les morts, les vivants, les invisibles et même les absents. Et pas si absents que ça concernant mes invités, puisque leur livre, leur pavé de lumière bien vibrant est là. Et bien là du diapason, non pas à 440, mais à 432 Hertz, et qu'à défaut de faire parler les morts, pour vous, je vais enlever l'air du mort pour faire parler les mots MOTS. Déjà, la seule évocation du mot ISNOE, Institut suisse des sciences noétiques, me fait rêver. ISNOE, Is-le, notre Noé, au sommet du mât du Misaine, le mât de l'avant, pour que nous évitions les icebergs de nos inattentions. Et oui, moi, quand j'entends Noé, j'entends d'abord mon chat, Noé. J'entends d'abord mon chat, un sacré félin qui en connaît un rayon lui aussi sur l'invisible. Mais j'entends aussi Noé, le personnage mythique de l'arche éponyme qui sauva les animaux du déluge. C'est pourquoi j'attendais peut-être un peu naïvement de mes deux invités, Sylvie d'Étiolase et Claude-Charles Fourier, qu'ils nous sauvussent du déluge à venir, peut-être, du chaos en marche, en tout cas, et de la décadence occidentale non accidentelle dans laquelle l'Occident oxydé s'excite, grâce à leur découverte lumineuse et salvatrice qu'ils ont rassemblée dans leur ouvrage Connexion, études sur les contacts avec l'invisible, publié chez Guy Trait Daniel. Leur troisième bébé, un gros bébé de 594 pages et qui pèse son poids, 973 grammes, mesdames et messieurs, et qui vibre, excusez du peu, à 1 million d'unités bovies. Je l'ai mesuré. Un livre qui m'a enchanté. Et sur les lignes duquel je vais continuer de voyager avec délice tant sa lecture est aisée. Taisez-vous, me souffle à l'oreille une invisible voix, une injonction, ou plutôt une proposition, n'exagérons rien, qui rappelle à mon souvenir la voix de du Maître Jésus en claire audience, entendu distinctement une après-midi dans le métro parisien avec la claire vision de son visage, et qui m'avait alors fait entendre cette phrase énigmatique que je ne compris que 5 ans plus tard: si tu veux prendre la parole, donne-la. Alors, je vais donc m'exécuter, mais m'exécuter cette fois d'une manière inhabituelle, car comme vous avez pu le constater, la partie invitée de mon vaisseau est vide.
Nos deux chercheurs ont eu un contretemps, ce qui fait que l'interview avec eux a été reportée sine die, comme on dit en latin, ou comme dirait Harry Potter, c'est-à-dire sans date arrêtée à l'heure où je vous parle. Je vais donc procéder autrement, et croyez-moi, vous ne serez pas déçus et vous en aurez pour votre argent. À chacune de mes intros, j'exhorte ma communauté à incarner les changements. Alors voilà justement un changement arrivé fort à propos que je vais incarner comme il se doit à l'intérieur de mon véhicule de manifestation. Avant de laisser la parole à Connexion, qui m'a ravi, encore une fois, par les découvertes et les révélations qu'il recèle, je me dois de vous informer, chers membres du personnel au sol, que d'ici une trentaine de minutes, nous devrons changer de couloir aérien afin d'éviter les tirs de missiles des censures youtubesques et googlinantes. Vous serez donc invité à migrer sur Patreon ou dans un espace où la liberté d'expression est totale et pour le modeste prix d'un seul café mensuel, vous aurez accès non seulement à l'intégralité de cette émission, mais également accès à toutes les autres vidéos passées, présentes et à venir qui recèlent elles aussi des myriades d'informations que les forces obscures ne souhaitent pas voir s'étendre, s'épandre et rayonner à la surface du sol. Ce n'est pas dans leur intérêt que nous nous rappelions qui nous sommes vraiment. Non pas de pauvres pécheurs attristés contre terre, comme on a tenté de nous le faire croire pour mieux nous esclavagiser, mais des êtres humains, divins, aux capacités grandioses. Et comme le dit mon ami Frédéric du mouvement Appel à la liberté, on dit grandiose parce que c'est quand on ose qu'on grandit. Donc osez, 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 osez nous retrouver tout à l'heure lorsque vous entendrez ce signal. Il sera alors temps pour vous de migrer sur Dowan TV+, hébergé sur Patreon. Le lien est dans la description. Il suffit de cliquer et de se laisser guider. Patreon, qui je le rappelle, a été créé par un chanteur-musicien américain, et quand on sait que le mot musique vient de muse et que les muses sont les messagères entre les hommes et les dieux, on ne peut que s'y sentir choyé et en sécurité. Alors, qui sont ces deux atypiques, inspirants, rebelles de lumière, co-auteurs de cet ouvrage ? Sylvie Détiolaz est docteure en biologie moléculaire et directrice de l'ISNOE, comme je l'ai dit tout à l'heure, fondation reconnue d'utilité publique qui se consacre à l'étude de la conscience à travers les états modifiés de conscience non ordinaires. Elle n'a pas pu être présente aujourd'hui, comme vous l'avez compris, et elle est toute excusée. Claude Charles Fourier, lui, est psychothérapeute. Dans le même institut des sciences noétiques, c'est un expert des états de conscience non ordinaires depuis plus de 30 ans. Il n'a pas pu rejoindre le vaisseau non plus, et il est tout excusé. Leur absence, regrettable bien sûr, et regrettée, est cependant une occasion d'inaugurer un nouveau format. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le plus important dans une émission n'est pas son contenant, mais son contenu. Et quand je parle de contenu, je ne parle pas d'un idiot qu'on tient par la peau du cou. Le contenu, c'est-à-dire ce qui y est dit avec des paroles, avec des mots. Or, il se trouve que Connexion, leur second ouvrage, fait suite à Voyage aux confins de la conscience, 10 années d'exploration scientifique des sorties hors corps, le cas Nicolas Fraisse, sorti en 2016 chez le même auditeur et que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt à l'époque. Connexion rassemble plus de 20 ans de recherche et de témoignages. De quoi faire une vingtaine d'émissions ou plus. Alors, puisqu'on y parle de l'invisible, et qu'il semble bien établi que si précisément cet invisible farceur ou ces invisibles farceurs qui se sont invités eux-mêmes à la place de Sylvie et Claude Charles, bienvenue à tous, chères âmes, bienvenue. Je ne vais pas me priver d'animer quand même cette émission qui sera suivie d'une seconde partie avec les responsables et pas coupables de cet opus, tant il y a matière à réflexion, et cette fois en présence, en leur présence, c'est-à-dire la présence des parents biologiques de ce bébé. Alors, je ne souhaite pas appeler au dernier moment un autre invité. Un journaliste d'un média alternatif bien connu que je ne nommerai pas m'a déjà fait le coup de m'inviter la veille pour le lendemain.
j'ai bien compris que je venais faire le bouche-trou, je l'ai fait quand même, mais comme je n'aime pas faire aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je n'ai donc pas déprogrammé cette vidéo. Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier vont du coup bénéficier de 2 émissions. Celle à laquelle vous assistez maintenant, avec les présences invisibles, mais néanmoins audibles, de 3 expérienceurs, dont Nicolas Fraisse, Marie-Dominique et Sylvie Ouellette, dont je me ferai l'interprète par le canal de ma voix, comme je l'ai déjà fait avec Mathieu dans l'émission précédente et précédemment avec les lettres du Christ, comme je l'ai dit. Alors, commençons franco, par l'extrait d'un message reçu par Jessica en 2012. Alors, je vais retirer mon casque parce qu'il n'y a plus rien à craindre. Commençons franco par l'extrait d'un message reçu par Jessica en channeling en 2012. C'est maintenant Jessica qui parle. Il est l'heure de comprendre que tout ce que vous comprenez n'est que néant. Il est l'heure de comprendre que la compréhension avec votre tête a atteint une certaine limite. Il est l'heure de comprendre que, sans ouvrir votre cœur, votre cerveau ne pourra pas emmagasiner de nouvelles données. Il s'agit d'un sas de protection, car si votre cerveau pouvait comprendre les nouvelles données sans passer par votre cœur, il en résulterait encore une fois une mauvaise utilisation. C'est pour cette raison que dans la logique du chemin divin actuel, chaque personne qui a accès à des compréhensions plus élevées d'un point de vue intellectuel a été dans l'obligation, même si l'obligation n'est pas nécessairement le bon mot, a été invitée à ouvrir son chakra du cœur, à passer par le cœur pour avoir accès à ces compréhensions intellectuelles. Comprenez-nous bien, à l'heure d'aujourd'hui, les sphères ombrageuses ne pourront pas avoir accès à ces compréhensions intellectuelles, car pour cela, elles devraient basculer dans la lumière. Comprenez bien que tout cela n'est qu'un jeu, que tout ceci n'est point grave, que tout ceci fait partie de l'ordre naturel des choses. La lumière retrouvera sa place. La lumière a déjà sa place. La lumière est la place. L'heure n'est plus au doute. Le doute est la partie ombrageuse qui s'immisce en vous pour vous faire perdre pied et vous faire oublier que vous êtes lumière. L'heure est aux sphères de conscience élevées, l'heure est à la rencontre avec des êtres d'une lumière intense qui souhaitent vous accompagner et vous enseigner. Appelez-les et demandez-leur d'être à vos côtés et ils vous enseigneront à chaque seconde de votre vie terrestre. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes en contact. Contact. Comprenez bien qu'il n'y a jamais eu d'arrêt entre vous et nous. Nous sommes en chaque instant cellulairement en vous. Il n'y a point de scission. Nous sommes vous, vous êtes nous, un, unité. Nous faisons même un avec les parties ombrageuses qui empêchent notre mission céleste. Car c'est cela le jeu divin. Le jeu divin se situe là, dans le libre arbitre de chacun, à utiliser les parties qui composent son être. Concernant la loi de l'unité, je vais vous offrir, chers écouteurs et chères visionneuses, un mudra, en quelque sorte, qui pour moi symbolise l'union, la solidarité et qui signifie ensemble, en LSF, la langue des signes française créée en 1755 par l'abbé Charles-Michel de Lespée, qui fondit la toute première école pour les personnes sourdes. Un geste silencieux que je vous invite à rendre viral. Je propose de l'utiliser dans les manifestations pour la paix et l'unité comme signe de ralliement en lieu et place de la quenelle de Dieudonné qui a aussi son utilité. Donc, pouce et index refermés en un cercle et écartement des doigts pour former un papillon. Voilà. Revenons à nos invisibles. La première question que j'aurais posée aux auteurs de Connexion est la suivante. À la lumière de votre expérience de 20 ans d'études des contacts avec l'invisible, comment pourrions-nous réenchanter le monde ? Et voici ce qu'elle ou lui aurait pu répondre. C'est dans le livre. Je cite.
En science, on s'appuie sur des observations pour échafauder des hypothèses et des théories, puis sur des expériences reproductibles pour vérifier ou invalider ces dernières. Depuis près de 3 siècles, nous avons fait le choix du modèle matérialiste pour expliquer le monde qui nous entoure. Bien que celui-ci puisse paraître évident de prime abord, il faut savoir qu'il n'a pas été prouvé pour autant. En outre, force est de reconnaître qu'il ne permet pas d'expliquer un nombre grandissant d'observations et de phénomènes. Or, après le conditionnement religieux qui a perduré pendant des siècles, on est entré, avec le matérialisme scientifique, dans un autre type de conditionnement, et celui-ci à la vie dure. Pourtant, au XXe siècle, la physique quantique a révolutionné notre conception du monde. Elle a transformé le cœur de la matière en un champ d'ondes où les particules en surgissent que lorsqu'elles sont observées, où il s'avère impossible de prédire où se trouve une particule, mais seulement la probabilité de la trouver en un point précis, où les mesures faites pour vérifier ces calculs affectent irrémédiablement le système observé, où 2 objets quantiques séparés par des distances même gigantesques conservent une sorte de lien instantané. C'est le principe de non-localité ou d'intrication qui contredit la relativité restreinte pour laquelle la vitesse de la lumière constituait ou constitue la limite à la propagation de toute information. Comme si ce lien entre les 2 particules existait en dehors de l'espace-temps. Au-delà de l'aspect purement scientifique, on entend souvent dire que très peu de personnes au monde comprennent les enjeux philosophiques de la physique quantique, même parmi les physiciens eux-mêmes. N'est-ce pas justement parce qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'elle nous parle simplement de l'autre face de la médaille ? On dit aussi que ces préceptes sont contre-intuitifs. Ils peuvent en effet sembler déroutants pour un esprit cartésien, mais ils sont au contraire hautement intuitifs, comme le souligne l'intérêt récurrent qu'ils suscitent chez les expérienceurs d'EMI, expériences de mort imminente, et d'autres expériences modifiées de conscience. Quoi qu'il en soit, un siècle plus tard, les réelles implications de la physique quantique restent très abstraites pour la majorité des gens. Probablement parce qu'il est très perturbant de changer son rapport au réel, mais surtout parce que le langage scientifique est devenu presque totalement incompréhensible pour le commun des mortels. La plupart ne voient plus le lien avec leur vie et en quoi ces découvertes les concernent directement. Beaucoup aussi pensent que la science, de façon générale, a désenchanté le monde, et qu'elle n'est là que pour nous rendre la vie plus confortable. Être entouré d'objets hautement technologiques leur suffit. Or, s'il est vrai que la technologie a rendu notre quotidien beaucoup plus facile, on commence à se rendre compte qu'elle a aussi des conséquences désastreuses pour notre environnement, principalement à cause de la notion de profit qui lui est associée. En résumé, notre société n'a pas du tout intégré à sa vision du monde ce que la recherche fondamentale en physique a découvert au cours du siècle passé. Même si la science du XXIe siècle a peut-être en partie désenchanté le monde, la physique du XXe siècle a ouvert des perspectives qui, au contraire, ont le pouvoir de réenchanter la vie. Il serait temps que l'humanité comprenne que ces nouvelles théories ont des implications philosophiques essentielles pour elle. D'un côté, la physique quantique a donc changé le visage de la réalité en suggérant un ailleurs insaisissable dont notre univers ne serait en quelque sorte qu'une projection sur la trame de l'espace-temps, n'existant qu'à travers le regard d'un observateur. De l'autre, on constate aujourd'hui que la conscience humaine est capable d'entrer dans des états qui lui permettent d'obtenir des informations sans passer par les 5 sens, que des millions de personnes saines d'esprit rapportent, voire entendent au-delà du perceptible pour la majorité, et communiquer avec l'invisible, que d'autres encore rapportent des expériences intenses, alors même que leur cerveau semblait éteint. Alors, ne serait-il pas nécessaire, et même urgent, de reconsidérer le paradigme matérialiste ? Même s'il est à l'origine de centaines d'innovations, il semble avoir fait son temps
et plus grave encore, nous mettre aujourd'hui en danger. Pourtant, même si cela n'est pas encore visible dans notre société, il se pourrait bien que nous soyons à l'aube d'une ère post-matérialiste, dans laquelle la notion de conscience serait primordiale, dans laquelle tout serait conscience. Cette nouvelle perspective remettrait en cause notre manière de voir le monde comme jamais auparavant. Une conscience unique, comme substrat de l'univers, signifierait que ce n'est pas la conscience qui naîtrait de la matière, mais l'inverse. Et aussi que la mort n'est pas l'arrêt de la conscience, puisque cette dernière existerait avant et après notre naissance. Il s'agirait d'un bouleversement sans précédent. Même la révolution copernicienne ne pourrait être comparée avec un changement conceptuel de cette ampleur. D'ailleurs, il aurait des répercussions concrètes et philosophiques que nous pouvons à peine concevoir, certainement bien plus profondes encore que celles que l'humanité a pu connaître par le passé. En voici quelques-unes. Premièrement, si nous sommes tous issus d'une essence commune, prenant des formes individuelles pour faire des expériences uniques et multiples, nous ne serions pas fondamentalement différents les uns des autres. L'autre représenterait simplement une autre expression ou facette de la même conscience globale. En d'autres termes, l'autre serait aussi moi. Cette vision comporte un puissant message de tolérance qui fait cruellement défaut dans notre monde actuel. Deuxièmement, si nous sommes tous interconnectés, le mal que nous infligeons à l'autre, nous l'infligeons aussi à nous-mêmes, et vice-versa. Cette prise de conscience constitue l'amorce d'une réflexion complètement différente sur nos actes et leurs conséquences. Troisièmement, si la conscience fait l'expérience de la matière pour se connaître elle-même, nous n'aurions plus le droit de dire que nous sommes les victimes d'un hasard aveugle. Nous agirions tous dans une co-création continue et commune, construisant le monde et le monde nous construisant dans un mouvement infini et éternel. Nous serions tous co-responsables de la réalité qui nous entoure. Cette hypothèse responsabilisante est aussi pleine d'espoir, car elle nous impliquerait plus profondément et à titre individuel dans la marche du monde. Quatrièmement, si notre conscience ne s'évanouit pas dans le néant le jour de notre mort, comment continuer à voir le monde qui nous entoure comme un simple terrain de jeu ? Vision désenchantée qui nous pousse à ne penser qu'à nous-mêmes en l'exploitant au maximum avant de disparaître, alors que chaque action, chaque geste, chaque pensée pourrait être un acte créateur du monde dont nous rêvons. Personnellement, nous sommes confiants, car il nous semble que ce changement de paradigme est déjà en cours et qu'il finira tôt ou tard par s'imposer. Pourtant, prouver la délocalisation de la conscience, sa continuité au-delà de la mort du corps physique, ou chercher une preuve tangible de l'existence de ces autres réalités invisibles depuis notre dimension, est difficile avec nos outils scientifiques actuels. Il semble même impossible d'apporter de telles preuves dans un système qui pose des règles qui excluent d'entrée de jeu, certaines hypothèses. En trouver qui satisfassent aux critères définis par le paradigme matérialisme, alors même que leur existence le remettrait en question, est antinomique. La preuve irréfutable n'existera pas tant que nous fonctionnerons à l'intérieur du cadre matérialiste qui enferme les chercheurs dans des logiques d'interprétation erronées. Nous avons longtemps pensé que ce serait la preuve scientifique qui amènerait les mentalités à changer. Or, il nous semble plus probable, aujourd'hui, que ce seront les mentalités qui, en se modifiant, feront peu à peu évoluer le cadre conceptuel de la science vers ce nouveau paradigme qui, en retour, permettra la mise en place de nouveaux outils. Comme dans la très grande majorité des cas dans ces domaines frontières, la preuve scientifique ultime n'existe donc pas, du moins pour l'instant, en ce qui concerne les phénomènes de connexion. En tout cas, pas celle qui ferait miraculeusement changer d'avis les esprits les plus sceptiques. Et tant mieux. Il y a probablement une raison à cela. Quoi qu'on en pense, il est indéniable que certains textes reçus en canalisation parlent à une partie profonde de notre être.
Or, ce n'est pas avec notre tête et notre mental que nous pourrons aborder les thématiques évoquées, mais avec notre cœur. Quand le cœur s'ouvre, on accède à des ressentis, à des intuitions, à une autre façon d'appréhender le monde et la réalité, qui nous emmène beaucoup plus loin que ne pourrait le faire l'intellect rationnel, qui nous transforme en profondeur, qui nous révèle à nous-mêmes, qui nous fait changer de vibration. Pour accéder à l'immense, il nous faut obligatoirement lâcher le petit. Laisser de plus en plus de place à l'être au détriment de l'ego. Passer de la vibration de peur à la vibration d'amour. Peut-être n'irez-vous pas aussi loin, mais nous espérons que ce livre réveillera au fond de vous une sensation étrange, celle d'un souvenir diffus, d'une résonance sur laquelle il sera peut-être difficile de mettre des mots, mais qu'il faudra juste laisser s'épanouir. Avec le temps, ce ressenti vous renseignera mieux que n'importe quel argument rationnel sur la véracité de ce que vous avez lu dans ce livre. Continuer à chercher une preuve scientifique dans ces conditions a-t-il encore un sens ? Pour notre part, nous continuerons à mener nos recherches et à explorer ces thématiques avec une démarche et un esprit scientifique. Garder un esprit critique dans ces domaines controversés est essentiel, tout autant que prendre certaines précautions et vérifier, dans la mesure du possible, les informations. Il y aurait différentes manières de poursuivre cette étude, notamment avec l'imagerie cérébrale. La plupart des personnes réceptrices s'y soumettraient d'ailleurs avec intérêt et nous en retirerions certainement des éléments intéressants. Dans certains cas, cela permettrait peut-être de faire la part des choses entre ce qui pourrait relever de l'imagination et ce qui ne l'est pas. Peut-être le ferons-nous. Mais sans aucun doute, cela ne nous apportera pas plus de preuves pour autant. C'est pourquoi il nous apparaît comme une nécessité aujourd'hui de ne plus appréhender toutes ces questions uniquement avec notre intellect. Aucune preuve objective ne sera jamais convaincante, aussi tangible qu'une expérience directe, ou même simplement qu'un fort ressenti ou une intuition profonde. Nos travaux nous ont permis de découvrir que la conscience est partout, mais aussi de percevoir que ce n'est pas en cherchant à l'extérieur de soi que l'on va comprendre ce qu'elle est. C'est pourquoi, pour notre part, nous sommes aujourd'hui partisans d'une démarche personnelle tournée vers l'intérieur afin de sortir de la croyance pour entrer dans le vécu. Mais toujours dans la simplicité. Nous ne recommandons pas pour autant l'utilisation de substances ou de techniques pour atteindre des états modifiés de conscience spectaculaires qui, si le mental n'est pas maîtrisé, ne feront qu'amplifier ces dysfonctionnements. En outre, nous pensons que le but de l'incarnation est de vivre et de s'éveiller dans son quotidien, pas de fuir dans des réalités parallèles. Pourtant, il faut reconnaître que cela peut contribuer à ouvrir les mentalités de certains ou constituer pour d'autres une étape nécessaire, voire un premier pas vers l'éveil, à condition d'être bien accompagné et de ne pas s'y perdre. À l'évidence, la recherche d'un effet n'est pas la sagesse. La vraie sagesse se trouve, une fois encore, dans le silence. C'est à la portée de tous. Pour autant, on n'y accède pas par un coup de baguette magique. Seule l'attention, la vigilance, les pratiques d'exercices divers et quotidiens permettront de s'en rapprocher et peu à peu d'en consolider la permanence. Mourir à soi-même demande des efforts, jusqu'au jour où, peut-être, on intégrera pleinement que « je » n'existe pas. Fin de citation. Alors, parmi les 8 protagonistes qui interviennent abondamment avec leurs témoignages surprenants, j'ai choisi 3 portraits. Celui de Nicolas Fraisse, de Marie-Dominique et de Sylvie Ouellette.
Voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.